Et si toute l'histoire de l'humanité, hein, la construction des civilisations, nos guerres, même le fait de tomber amoureux, si tout ça n'était en fait qu'une une tentative désespérée pour ne pas penser à une seule chose, notre propre mort. C'est une idée radicale, c'est vrai, presque dérangeante. Et c'est exactement le cœur de notre discussion aujourd'hui. Absolument. Et pour explorer ça, on a une source principale, un livre qui a vraiment marqué les esprits. Oui, Le déni de la mort d'Ernest Becker, un prix Pulitzer en 1974, ce n'est pas rien. Ah non, Et c'est une synthèse, assez folle. Il mélange la psychanalyse, la philosophie, la socio. Il essaie en fait de bâtir une grande théorie unifiée du comportement humain. voilà. Et notre objectif, c'est de plonger là-dedans, de décortiquer ces arguments pour comprendre comment, selon lui, on passe nos vies à se construire des réalités alternatives. Ce qu'il appelle les mensonges vitaux. Exactement, juste pour supporter cette idée au fond de notre propre finitude. C'est un peu sombre, je l'admets. Oui, mais ça promet d'être éclairant, je crois. Pour bien saisir la force de ce livre, je pense qu'il faut commencer par une anecdote. Elle est dans l'avant-propos. Ah oui, l'histoire avec l'auteur Sam Keen. C'est ça. On est en 1973, Keane appelle Ernest Becker pour une interview. Et là, la femme de Becker lui dit: «C'est impossible, il vient d'être hospitalisé, cancer en phase terminale.» On se dit que l'histoire s'arrête là. Bah oui, Mais pas du tout. Le lendemain, coup de théâtre, elle le rappelle. Elle dit Ernest est d'accord, il veut le faire, tant qu'il a encore la force et la clarté d'esprit. c'est ouah, c'est incroyable quand on y pense. C'est fou, l'homme qui a théorisé le déni de la mort, qui se retrouve en discuter face à sa propre fin. Ça change toute la lecture de son œuvre. Ce n'est plus juste une construction intellectuelle abstraite. Exactement. Il a une sorte de courage brut, une lucidité. Il a vécu sa théorie jusqu'au bout. Et cette théorie, alors, comment il la structure? Il utilise une image, celle d'une tresse à quatre brins. C'est un peu le squelette de sa pensée. D'accord. Le premier brin est simple et assez brutal. Le monde est un endroit terrifiant. Baker n'a pas du tout une vision romantique de la nature, hein. Non, on n'est pas chez Rousseau. Pas du tout. Pour lui, la nature, c'est un cycle où des organismes, et je cite, déchirent les autres avec leurs dents. C'est cru, mais c'est la réalité biologique. D'accord. Point de départ assez direct. Le deuxième brin? Le deuxième, c'est que le moteur principal de l'être humain, c'est de contrôler cette angoisse, de nier cette terreur de la mort. Tout ce qu'on fait découlerait de ce besoin primal. Et comment on s'y prend concrètement pour nier une chose pareille? C'est là qu'intervient le troisième brin, j'imagine. Précisément, nous créons ce que Becker nomme des projets d'immortalité ou des systèmes héroïques. C'est un concept vraiment central. D'accord. Projet d'immortalité. Ça recouvre les grandes choses, nos cultures, nos religions, les nations, mais ça peut être aussi beaucoup plus personnel. Ah oui. Pensez à l'obsession de laisser une trace aujourd'hui. Monter une start-up qui doit devenir une licorne, avoir un profil LinkedIn parfait, ou même juste avoir le plus bel arbre généalogique du quartier. Ce sont toutes des micro-tentatives d'immortalité. Je vois. On cherche à faire partie de quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui va nous survivre. Mais ça me semble plutôt positif, non? Ça pousse à créer, à construire. Oui, mais c'est là qu'arrive le quatrième brin. Le grand paradoxe tragique. Le problème. Le problème. Ces projets, qui sont censés nous sauver du chaos, finissent par en créer encore plus. Comment ça? Parce que si mon projet d'immortalité est le bon, le vrai, alors celui de mon voisin, qui est différent, devient une menace existentielle. D'accord. Il prend l'exemple de la guerre du Vietnam. Pour lui, la vraie motivation américaine n'était pas tant économique que symbolique. C'était une guerre d'idées. C'était une guerre sainte pour lui. Il fallait anéantir le communisme athée, qui était un système héroïque rival, une menace pour la vision américaine du monde. L'idée est puissante. Ce besoin de se sentir héroïque nous rendrait dangereux. C'est ça. Et pour comprendre la mécanique, il parle d'un paradoxe existentiel. L'image qu'il utilise est Mémorable. Ah, je crois que je vois où vous voulez en venir. L'être humain serait un dieu avec un anus. Voilà. Ça demande un peu d'explication. C'est une formule choc, mais très juste. D'un côté, on conçoit l'infini, on écrit de la poésie, on rêve d'aller sur Mars. C'est notre côté Dieu. Notre conscience symbolique. Exactement. Et en même temps, ce même esprit est coincé dans un corps qui a faim, qui tombe malade, qui sent mauvais parfois, et qui va se décomposer. C'est le côté anus. Le rappel constant de notre condition animale. Et toute notre vie, selon Becker, est une tentative de gérer ce grand écart. D'où la construction d'une personnalité, d'un caractère.
Mais pour lui, ce n'est pas vraiment nous. C'est plus une sorte de bouclier. C'est exactement ça. Le caractère, c'est une armure, un mensonge vital. Une malhonnêteté nécessaire et fondamentale, il dit. Oui, c'est une construction qu'on bâtit dès l'enfance pour filtrer le réel, pour le rendre supportable. Ça nous donne un sentiment de contrôle, un rôle à jouer, En masquant notre impuissance au fond. en masquant notre impuissance face à l'univers. Alors j'ai un peu de mal à suivre sa logique sur la santé mentale. Si tout le monde vit dans ce mensonge vital, qu'est-ce qui différencie une personne saine d'une personne névrosée? La qualité de son mensonge? C'est une excellente question et c'est précisément son argument. Pour Baker, la névrose, ce n'est pas une maladie, c'est, je cite, l'échec de mensonges maladroits sur la réalité. D'accord. C'est ce qui arrive quand notre armure devient trop rigide, trop épaisse. Au lieu de nous protéger, pour nous permettre d'agir, elle commence à nous étouffer. Donc la personne névrosée, c'est juste quelqu'un dont l'armure est devenue une prison, quoi. C'est ça, son mensonge vital fonctionne mal. D'accord. On passe notre vie à construire cette armure. Mais on n'est pas seul. Que se passe-t-il dans nos relations? Je pense à la fascination, parfois l'obsession, qu'on peut avoir pour certaines personnes. C'est là que Baker reprend le concept de transfert, mais il le sort du cabinet du psy pour l'appliquer à tout le monde. Ce n'est plus juste pour l'analyse. Non, c'est une stratégie psychologique universelle. Pensez-y. L'angoisse de la mort, c'est immense, c'est abstrait, c'est paralysant. C'est écrasant. Un patron, un leader politique ou, le plus souvent, notre partenaire amoureux. On réduit un problème infini à une échelle humaine gérable. Voilà. Soudain, le problème n'est plus comment survivre dans un univers indifférent, mais comment faire pour que cette personne m'aime, me valide, me protège. On les donne le pouvoir de nous sauver. On lui transfère ce pouvoir, oui. L'objet de notre transfert devient, selon ses mots, notre centre de pouvoir pour contrôler la vie et la mort. Ça explique beaucoup de choses, sur l'idolâtrie ou même la dynamique amoureuse. Il parle d'ailleurs de la solution romantique dans nos sociétés. Oui, avec le déclin des grandes religions, le partenaire amoureux est devenu une sorte de substitut de Dieu. On attend de l'autre qu'il nous sauve, qu'il donne un sens cosmique à notre vie. On le charge d'une mission impossible en fait. Exactement, on lui demande inconsciemment d'être la réponse à notre paradoxe existentiel, d'être la preuve vivante que notre vie a une valeur absolue. Attendez, mais c'est une vision incroyablement pessimiste de l'amour, ça. Est-ce que Baker dit que toute relation est une illusion vouée à l'échec? C'est la question cruciale. Becker dirait que le problème, ce n'est pas l'amour en soi, c'est la charge divine qu'on place sur l'autre. D'accord. Cette solution est vouée à l'échec parce qu'un simple être humain ne peut pas supporter ce fardeau de la divinité. Le partenaire a ses propres failles, ses propres angoisses, Sa propre mortalité? sa propre mortalité. Et chaque imperfection, chaque déception nous renvoie violemment à la réalité qu'on essayait de fuir. Ça explique pas mal de comédies romantiques. Et aussi pas mal de ruptures. On attend de l'autre qu'il coche toutes les cases de notre projet d'immortalité, et on est déçu quand on se rend compte que c'est juste quelqu'un qui, comme nous, oublie de sortir les poubelles. C'est exactement ça. L'amertume dans le couple vient souvent de là. On en veut à l'autre de n'être qu'un humain, de ne pas être le Dieu qu'on voulait secrètement qu'il soit. La désillusion est à la hauteur de l'illusion. Précisément. Donc, si les solutions collectives comme la culture sont fragiles, et si l'amour romantique est souvent une impasse, que reste-t-il? Il y a une troisième voie. Oui, et c'est là que Baker introduit une figure fascinante, le type de l'artiste ou du créateur. C'est la personne qui ne se retrouve dans aucune des options standards. C'est ça. C'est la personne qui, pour diverses raisons, ne peut ou ne veut pas se satisfaire des systèmes héroïques proposés par la société. Elle ressent le besoin de façonner sa propre justification, son propre projet d'immortalité, à partir de rien. Son œuvre, quelle qu'elle soit, devient sa religion privée. Sa manière de crier à l'univers « j'étais là ». Et mon passage a eu un sens que j'ai moi-même créé. Mais le coût d'une telle ambition est immense. Ah oui, Le créateur doit justifier son propre héroïsme sans s'appuyer sur un système extérieur. C'est une tentative, au fond, d'être son propre Dieu. d'être la cause de soi-même. Causa sui, comme disent les philosophes. Et ça engendre une culpabilité et un sentiment d'infériorité profond, parce que l'artiste sait, au fond, qu'il n'est qu'une créature finie qui tente de jouer à l'infini. Et là, pour illustrer ça, Baker s'attaque à une icône, Sigmund Freud lui-même. C'est audacieux de psychanalyser le père de la psychanalyse. C'est très audacieux. Il analyse un détail connu de la vie de Freud, ses 2 évanouissements en présence de son disciple.
Carl Jung. Carl Jung, oui, son dauphin désigné. Et pour Baker, ce n'est pas un simple malaise physique, ce sont des réactions à des menaces directes contre son projet d'immortalité à lui. Qui était le mouvement psychanalytique. Exactement. Et quelles étaient ces menaces alors? La première fois, Jung parlait avec passion de momies en Égypte, ce qui entrait en conflit avec une théorie de Freud. La deuxième fois, des années plus tard, la discussion portait sur le pharaon Akhénaton. Celui qui a voulu créer sa propre religion. Voilà. Et Jung a suggéré que ce pharaon avait un complexe paternel. Ça a provoqué une vive réaction de Freud. Et pourquoi ces deux sujets en particulier? Parce que dans les deux cas, Jung, son fils spirituel, touchait involontairement à des points névralgiques. Il menaçait le statut unique de l'œuvre de Freud. En gros, il lui rappelait qu'il n'était pas le seul père originel, Que d'autres avant lui avaient essayé. que d'autres avaient essayé, et que son propre mouvement pouvait être mortel, pouvait être dépassé. L'évanouissement, c'est la défense ultime. C'est un retrait total de la conscience face à une menace existentielle insupportable. C'est le corps qui crie « stop ». C'est l'illustration parfaite du poids écrasant que doit porter le génie qui se crée lui-même. Exactement. Si on rassemble toutes les pièces, l'image qui se dessine est assez vertigineuse. On serait donc tous des créatures qui passent leur vie à construire des mondes symboliques, des armures, des projets héroïques. Tout ça pour une seule raison, ne pas regarder en face le fait que nous allons mourir. C'est une grille de lecture extraordinairement puissante. Oui, elle permet de relire l'histoire, les guerres, la politique, mais aussi nos relations les plus intimes, nos ambitions professionnelles. Nos créations, Tout peut être vu comme une facette de ce déni héroïque et souvent tragique. Ça ne donne pas forcément de réponse, mais ça pose des questions incroyablement pertinentes sur nos motivations profondes. et au final, tout ce détour par Baker nous laisse face à une question qui est à la fois simple et déroutante. Puisque selon lui, toutes les sociétés sont des systèmes héroïques fondés sur un mensonge vital. Puisque nous avons besoin d'une illusion pour fonctionner. La question n'est peut-être pas si nous devons vivre selon une illusion, mais plutôt quelle est la meilleure illusion pour vivre. Quelle est la folie la plus légitime, celle qui crée le moins de destruction?